et bonsoir selon le moment où vous allez visionner cette petite conférence Intuition, neurosciences, médecine quantique, peut-être pas dans le bon ordre que je viens de le dire, mais quand même, c'est à peu près le thème de la conférence d'aujourd'hui. Alors moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'ai commencé le travail intuitif à suivre des formations avec des guérisseurs assez jeunes. Maintenant, je suis moins jeune, mais j'ai donc à peu près 60 ans et finalement, à travers les années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai découvert donc ces habiletés intuitives-là que je n'ai jamais lâchées. Ça fait donc près de 30 ans, maintenant 35 ans plutôt, que je fais de la pratique intuitive. Et ça fait peut-être près de plus de 30 ans maintenant euh, que je fais également donc, de l'enseignement autour donc, de la pratique intuitive et des soins. Alors, puis aujourd'hui, évidemment, j'avais envie de vous partager justement qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'intuition, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent grâce justement à la science, hein, parce que finalement, on doit admettre que la science apporte quand même des éclairages intéressants sur la pratique intuitive. C'est un petit peu ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, je suis également auteur de plusieurs livres, mais ça, j'y reviendrai pour cela. Donc, on va commencer doucement, puis évidemment, c'est des questions, des interrogations, bien évidemment, j'aime bien quelque part que les gens interagissent avec moi, donc n'hésitez pas à le faire. Ça va me faire plaisir de pouvoir répondre aux questions que vous pourriez donc avoir sur ce que je vais vous raconter, ou si ce n'est pas clair, ben, faites-le moi savoir, ça va me faire plaisir évidemment de le préciser. Donc, la première chose que j'avais envie de vous parler, c'est des recherches en quelque part dont souvent j'ai parlé dans le passé pour ceux qui ont déjà suivi mes conférences, mais j'aime quand même en parler puisqu'effectivement ça fait partie quelque part de toute cette réflexion moderne qu'on doit maintenant mettre en application sur la santé, puis les implications évidemment de ce que ça représente pour un thérapeute intuitif et qu'est-ce que ça permet d'observer finalement un thérapeute intuitif. C'est ça la question qu'on peut se poser. Alors, il y a un physicien qui s'appelle Popp, qui est un Allemand, qui a donc mis en évidence, lui, que le Soleil émettait de la lumière, donc des photons, des particules de photons, et que ces particules de photons-là, finalement, ben, les cellules de notre corps absorbaient cette lumière-là, puis émettaient de la lumière. Alors, c'est intéressant de comprendre cela, parce que ça veut donc dire, justement, que lorsque l'on comprend cette idée-là, ça veut donc dire, finalement, que moi, en tant qu'être humain, je suis fait de chair et d'os, mais cet être humain que je suis, fait de chair et d'os, ben, à quelque part, il va donc émettre une certaine lumière autour de lui. On absorbe la lumière, puis on va la réémettre. Alors, c'est quand même intéressant, donc, de comprendre cette idée-là de ce champ rayonnement énergétique qui se manifeste. Alors, quand on regarde donc l'aura d'une personne, ça veut donc dire justement qu'on n'est pas simplement en train de regarder son aura, mais on regarde finalement la qualité de sa lumière qui est émise par les cellules de son corps. Ce qui veut donc dire finalement que quand on regarde l'aura d'une personne ou quand on regarde nous-mêmes notre propre aura, c'est-à-dire qu'on porte attention vers notre propre champ énergétique, on va constater effectivement qu'on évalue à travers cette observation-là le potentiel santé qui anime l'individu que nous sommes ou celui d'un partenaire. Donc, ça, c'est un premier élément intéressant, puisque longtemps, on a cru que l'aura, bon, c'est un corps subtil, c'est un peu comme même déconnecté de la réalité terrestre, souvent. Ben, beaucoup de gens, en tout cas, le présentaient comme ça. Alors, je pense que c'est donc important de comprendre que quand on regarde le champ énergétique d'une personne, qu'on se regarde nous-mêmes, c'est notre potentiel santé dont il est question ici. C'est-à-dire que j'observe finalement comment les cellules de mon corps absorbent et rémettent de la lumière. Et évidemment, si j'ai des perturbations dans mon champ énergétique, ça veut donc dire que dans mes cellules, il y a donc des perturbations qui existent, qui veut donc dire que j'ai un potentiel santé moindre, hein, parce que ça veut donc dire que j'ai effectivement tendance, dans ces conditions-là, à constater effectivement que des organes de mon corps ne fonctionnent pas optimalement. Et il y a des termes, évidemment, de la physique quantique qui amènent une compréhension davantage sur ce que c'est que le potentiel santé. Il y a un mot qui est très, très long, mais qui mérite à quelque part d'expliquer les choses, c'est la négantropie. Alors, quand on regarde le champ énergétique d'une personne, on doit comprendre que cette personne, effectivement, absorbe et rémet de la lumière. Et ce qu'on appelle la négantropie, c'est cette capacité que mon corps a de laisser circuler cette lumière-là dans son corps sans aucune friction, sans aucun obstacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis dans un état de négantropie, mon corps vieillit moins rapidement que si j'étais finalement dans un état de tension permanente, par exemple. Alors, évidemment, vous l'avez compris que si je suis dans un état de négantropie, je vieillis moins rapidement.
Donc, je vais rester en santé plus longtemps. Et si je suis dans une position d'entropie, ça veut donc dire quelque part que mon corps, lui, finalement, va expérimenter donc une lumière beaucoup moins fluide et harmonieuse. Il va y avoir des tensions, des frictions, des problématiques, etc., qui vont faire que ma santé va finalement être moindre. Alors, je pense que c'est important de comprendre cette première chose-là, parce que ça veut donc dire que moi, en tant qu'être humain, j'ai une certaine responsabilité dans le sens que j'ai à m'assurer que cette lumière circule de mes pieds jusqu'au sommet de ma tête de la façon la plus fluide possible. Et c'est comme ça que je vais contribuer à ma santé. Alors, c'est intéressant de penser comme ça parce que ça veut donc dire que la maladie n'est pas un état. Je me couche un certain soir et le lendemain, je me réveille puis je suis malade. C'est un peu comme si on partait du principe, et je suis malchanceux, je suis tombé malade. Mais la maladie, finalement, c'est relié à des conditions physiologiques qui sont dans notre corps et cette capacité qu'on a de gérer la lumière qui est en soi ben, nous permettrait donc de développer une santé plus optimale. Donc, le fait de commencer à porter attention à cette capacité que moi j'ai de favoriser la négantropie ben, me permet donc d'envisager que je vais donc devenir davantage responsable de la vision de la santé que je peux manifester en moi. Donc, ça, c'est un premier aspect que je trouve qui est très intéressant que j'avais envie de vous parler. Puis évidemment, je vais vous présenter les applications pratiques de ça, comment la pleine conscience intuitive, l'approche que j'ai développée, peut être un élément utile pour permettre justement à augmenter ce potentiel santé-là. Alors, évidemment, quand on regarde un champ énergétique, on va donc constater que ce champ énergétique-là peut avoir des perturbations. Je n'irai pas dans le détail des différentes perturbations qui peuvent exister dans le champ énergétique, dans ce rayonnement de la lumière, mais il faut comprendre que lorsqu'il y a des perturbations, ça ne veut pas dire qu'une personne est malade, ça veut donc dire qu'il y a des dysfonctions dans son corps. Alors, pourquoi attendre qu'on soit malade, hein, alors qu'on peut justement porter attention sur ces perturbations-là qui sont en nous et de chercher à les rétablir. Et en cherchant à les rétablir, bien évidemment, ça va nous permettre d'avoir comme un rayonnement équilibré d'une façon plus harmonieuse, permettant justement d'augmenter ce potentiel santé-là. Parce qu'évidemment, vous le savez comme moi, que la médecine classique a tendance à dire, bon, ben voilà, quand tu seras malade, tu viendras me voir. Alors que finalement, cette observation du champ énergétique nous amène à comprendre qu'on a une mauvaise façon de voir la santé. On attend justement d'être malade pour s'occuper de soi, alors que finalement, on peut s'occuper de soi d'une façon quotidienne, d'une façon constante et continue, qui va donc augmenter ce potentiel santé-là. Et ça, je pense que c'est déjà un élément intéressant. Alors, évidemment, on va voir un petit peu tout à l'heure, je vais vous revenir sur les outils ou les moyens d'arriver à augmenter ce potentiel santé-là, mais j'aurais envie de continuer un petit peu cette réflexion autour de la physique quantique et de la médecine quantique pour mieux comprendre justement qu'est-ce que ça représente, cette lumière qui est dans mon champ énergétique. Alors, on sait maintenant que cette lumière-là, évidemment, ça reflète le potentiel santé d'une personne, mais on doit comprendre que dans cette lumière-là, ben, quelque part, quand j'observe le champ énergétique d'une personne, j'observe cette lumière, cette luminosité reliée à ma capacité cellulaire d'absorber et de remettre de la lumière, mais on observe également que dans cette lumière-là, il y a de l'information. Alors, cette information-là, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on constate effectivement que cette lumière-là est comme animée par une conscience. Cette conscience-là, évidemment, peut avoir plusieurs degrés, pourrait-on dire, de développement. Hein. Moi, quand j'observe un champ énergétique, ce que je constate, c'est qu'il y a des consciences dans le champ énergétique qui sont associées, il y a de l'information plutôt qui est dans cette lumière-là, qui est associée à des événements, donc, de mon histoire personnelle, par exemple. C'est-à-dire que j'observe le champ énergétique d'une personne et je vais voir dans son champ énergétique cette qualité lumineuse, donc son potentiel santé, mais je vais constater que le potentiel santé qui est perturbé est souvent associé à des informations associées à mon histoire personnelle ou associées à l'histoire personnelle de mon partenaire que j'observe. Cette histoire personnelle-là, qu'est-ce que je vais constater? C'est qu'il peut y avoir des blocages, des perturbations qui animent le champ énergétique et qui expliquent finalement d'une certaine façon pourquoi la personne a une certaine perturbation énergétique, mais aussi de quelle façon, quelque part, cette perturbation énergétique-là s'explique par une perturbation émotionnelle ou psycho-émotionnelle. Alors, c'est intéressant de comprendre ici alors que le potentiel santé est donc associé donc, à cette qualité de mes cellules d'être capable d'absorber, de remettre de la lumière, mais aussi elles sont associées à des conflits psycho-émotionnels qui peuvent exister en soi et qui sont reliés donc à des événements de ma vie que je n'ai pas réussi donc à résoudre. Je donne un exemple.
si j'ai vécu un sentiment d'abandon à l'âge de 3 ans, ben, cet abandon-là, quelque part, il va s'inscrire dans mon champ énergétique. Et cette expérience d'abandon, si je n'arrive pas justement à la résoudre, ben, elle va rester dans mon champ énergétique comme une information qui va venir finalement refléter un certain déséquilibre énergétique, mais aussi évidemment l'expérience d'abandon qui n'est pas gérée. Et ça veut dire quoi? Ça veut donc dire que dans mon champ énergétique, il y a comme une énergie dissociée, une énergie que je n'ai pas appris à faire la paix avec et qui fait que dans mon champ, je vis, même si je vieillis, puis je prends de l'âge, puis de la maturité, je reste prisonnier de l'expérience d'abandon que je n'ai pas appris à gérer. Ça veut donc dire que finalement, dans ma vie de tous les jours, je vais constater que cette blessure d'abandon, ben, elle va m'amener à avoir des relations avec mon entourage qui vont activer cet abandon-là en moi. C'est-à-dire comme si j'étais devenu un aimant. L'aimant, ben, quelque part dans mon champ énergétique, ce n'est pas écrit sur mon fond, mais dans mon champ énergétique, il y a de l'information d'abandon, ce qui veut donc dire que je vais, par le principe de la loi de l'attraction, me retrouver avec des gens qui vont réactiver cet abandon-là. Et tant et si longtemps que je n'ai pas réglé ce problème-là d'abandon, je vais avoir tendance à revivre toujours cette même expérience-là. Donc, c'est intéressant ici de comprendre que la santé, finalement, c'est donc relié à quelque chose d'un peu plus complexe que ce qu'on peut imaginer hein, quand on regarde simplement la physiologie du corps humain et se dit, ben voilà, la maladie est reliée à telle problématique physique. Donc, on comprend évidemment que cette problématique-là est reliée donc à une problématique énergétique, reliée à cette capacité que les cellules ont d'absorber, de réémettre de la lumière. Mais en plus de ça, on pourrait comprendre que tout conflit psycho-émotionnel qui est en nous ben, peut contribuer à perturber également l'énergie vitale. Ce qui veut donc dire que le potentiel santé se retrouverait réduit, non pas seulement par mes cellules qui sont capables d'absorber des remèdes de la lumière, mais aussi par ces blocages émotionnels-là qui se retrouvent dans l'énergie, finalement, qui circule dans mon propre champ énergétique. Si les questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Ça va me faire bien sûr plaisir d'y répondre. Si ce n'est pas clair ce que je vous raconte, n'hésitez pas donc à me le faire savoir. Donc ça, c'est un deuxième élément qui est intéressant. Puis j'avais envie de maintenant d'introduire un petit peu un autre terme de la physique quantique qui est assez... il y a plusieurs physiciens qui émettent l'hypothèse qu'on est dans un univers superlumineux. Alors, univers superlumineux, il y a d'autres physiciens qui vont le nommer autrement, cet univers superlumineux-là, mais plusieurs physiciens émettent l'idée qu'on vit dans un univers qui n'est pas visible à l'œil nu, qui est un univers où les particules vont plus vite que la lumière. Et dans cet univers-là, ben, effectivement, il y a des composantes intéressantes à mettre en évidence. D'une part, on pourrait dire qu'on est tous reliés. Et moi, je suis fait de chair et d'os. Par contre, même si je ne suis pas avec vous présentement, on pourrait se relier parce qu'effectivement, on est capable de reconnaître que l'énergie qui nous relie en tant qu'être humain avec les autres êtres humains, ben, quelque part, il y a quelque chose qui nous relie, c'est subtil, c'est un peu ce phénomène de lumière. Et dans cet univers superlumineux-là, on pourrait concevoir qu'on est tous reliés par cette énergie que je viens de décrire. On peut aller un peu plus loin en disant que dans cet univers-là, il n'y a pas d'espace-temps. Ça veut donc dire que moi, je peux me relier à vous dans cet univers-là, mais il n'y a pas d'espace-temps. C'est-à-dire que la distance n'existe pas et le temps non plus. C'est-à-dire que tout se fait dans l'instantanéité, par exemple. Donc, c'est intéressant de comprendre ça parce que quand on regarde le travail intuitif, moi, ça fait quand même plusieurs années que je fais de la pratique et j'ai constaté avec le temps que la distance n'a pas d'importance. C'est-à-dire que moi, je peux faire une lecture intuitive à quelqu'un qui se retrouve donc à l'autre bout du monde et ça ne pose pas de problème. Alors que finalement, d'un point de vue logique, d'un point de vue rationnel, on va dire, ben non, c'est pas possible. La personne est à l'autre bout du monde, tu peux pas influencer cette personne-là. Il faut savoir qu'il y a des recherches qui ont été effectuées, qui ont démontré justement que la conscience a une capacité d'influencer la matière, même si on est très, très loin. Et il y a entre autres des gens qui ont travaillé avec des plantes. C'est intéressant, des plantes, parce que ce n'est pas des corps humains, ce n'est pas influençable comme un corps humain. Donc, ils ont pris le temps de développer des pensées bienveillantes envers des plantes qui étaient à des distances très, très lointaines. Et ils ont constaté, ils avaient également des plantes qui ne bénéficiaient pas de ces pensées bienveillantes-là. Ils ont constaté que les plantes qui bénéficiaient de pensées bienveillantes de personnes avaient une croissance plusieurs fois supérieure à celles qui ne bénéficiaient pas de ça. Donc, c'est intéressant de constater justement que
on a donc une capacité, nous, en tant qu'être humain, par cette capacité justement d'avoir des pensées bienveillantes, d'avoir une conscience où on apprend justement à reconnaître que la conscience peut donc influencer nos cellules de notre corps, hein, parce qu'évidemment, on l'a vu qu'on a un potentiel santé qui est en soi. Donc, moi, si j'accepte justement de déplacer ma conscience de mon cerveau vers mon corps avec le véhicule imaginaire, parce que c'est ça qui va me permettre de me déplacer ma conscience pour aller dans mon propre corps, mais quand je vais faire ça, je vais constater que ce voyage que j'effectue dans mon corps va me permettre de découvrir qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a donc des phénomènes de lumière que je vais apprendre à découvrir. Je vais peut-être constater qu'il y a des zones dans mon corps où je sens des frictions importantes, où je sens des tensions importantes, où je sens que la lumière n'est pas au rendez-vous tant que ça. Et dans d'autres régions, je vais constater que tout est fluide, tout est harmonieux et tout circule bien. Donc, ces voyages que je peux faire à l'intérieur de moi-même, comment je les fais? Mais c'est à travers cette capacité que j'ai, moi, de déplacer ma conscience vers mon propre corps pour découvrir que dans celui-ci, il y a donc de l'information énergétique, donc cette capacité que j'ai de constater que dans mon corps, j'ai un certain rayonnement d'énergie, que mes cellules absorbent et émettent de la lumière, indiquant mon potentiel santé. Mais dans cette lumière-là, je peux constater qu'il y a des expériences de ma vie, de mon histoire personnelle, qui peuvent effectivement expliquer les endroits où l'énergie circule moins bien en moi. Donc, évidemment, le travail va consister évidemment à devenir conscient de ça, donc à interagir avec ces perceptions-là qui vont se manifester sous forme d'images, de sensations et de mots, et de finalement parvenir tout doucement à rétablir l'équilibre. Et ça, on va le voir un petit peu plus en détail à mesure qu'on va avancer. Mais c'est intéressant de comprendre que cette notion de déplacer ma conscience dans mon corps, elle s'applique aussi vers un partenaire, c'est-à-dire que moi, je peux déplacer ma conscience de mon cerveau vers un partenaire. Ce partenaire pourrait être devant moi présentement, physiquement, mais il pourrait être à l'autre bout du monde et ça ne changerait absolument rien dans cette capacité que j'ai de me relier à cette personne-là et de pouvoir capter de l'information chez elle. Qu'elle soit présente devant moi ou qu'elle soit à l'autre bout du monde, ça ne changerait en rien. Et c'est ça un peu ce concept d'univers superlumineux. Et quand on dit qu'il n'y a pas d'espace-temps, c'est ça que ça implique finalement et c'est très intéressant de le comprendre. L'autre élément, je vois qu'il y a une question, donc je vais prendre le temps peut-être d'aller voir la petite question qui m'a été posée. Donc, je vais la lire. Alors, pour un enfant de 6 ans qui est petit, il est au-dessous de la ligne de croissance. Est-il possible de l'aider à lever ce blocage? Il a été adopté à l'âge de 6 mois, petit garçon, né à l'image enfant. Alors, évidemment, c'est une question qui est trop personnelle à ce stade-ci de la conférence, mais je vais quand même essayer de répondre en tenant compte, évidemment, du cadre dans lequel je suis, là, qui est une conférence. Hein. Mais un enfant de 6 ans qui est petit, c'est sûr qu'un enfant, quelque part, qui a 6 ans, bien sûr qu'on peut l'aider. Une des choses que moi, j'ai observé dans ma pratique, justement, dans le travail sur les enfants, c'est que les enfants ont une capacité de transformation qui est souvent plus élevée que l'adulte. Pourquoi? Mais parce que l'enfant va naître sur Terre avec une certaine identification qui va se construire avec le temps, alors que l'adulte, lui, bien évidemment, c'est quelqu'un qui vit dans ses limitations, dans ses croyances, dans ses programmations depuis un certain temps. Et il a appris à s'identifier à ces limitations-là. Donc, parce qu'il a appris à vivre avec ces limitations-là, ben, c'est beaucoup plus difficile pour lui de se libérer, de se dégager des croyances limitatives qui sont en lui, hein, de ces conflits émotionnels qui sont en lui. Donc, c'est certain que moi, ce que j'ai souvent observé dans le travail avec les enfants, c'est que souvent, ce que je propose aux gens qui ont des enfants, c'est de faire un travail. Moi, je fais une consultation d'1 heure, normalement, lorsque je fais un travail avec une personne. Et avec un enfant, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une consultation d'1 heure, puis après ça, de faire une proposition de rééducation. Rééducation, c'est que chaque jour, je fais un petit soin pour rééduquer l'enfant. Puis j'enregistre tout ce que je dis, tout ce que je fais, parce qu'il y a une somme d'informations qui ressort de toute la déprogrammation que je fais, parce qu'il faut comprendre évidemment que dans la pratique intuitive que je propose, hein, il y a donc la lecture intuitive qui me permet de communiquer avec les informations qui animent mon être ou qui animent celui de mon partenaire. Puis ensuite, bien évidemment, je vais interagir avec ces informations-là pour les transformer. Et c'est ça que je vais aborder un petit peu plus tard, donc avec la déprogrammation, qui consiste justement à donner
à l'information, à la mémoire programmée qui est limitée, comme par exemple l'abandon, de lui donner tout ce qui est nécessaire pour qu'elle cesse de se sentir abandonnée. Et à travers ça, évidemment, il y a donc une émergence de nouveaux comportements qui sont plus en harmonie avec le potentiel de l'individu qui va ressortir de ça. Et ça, c'est quelque chose, évidemment, qui a été expérimenté à travers les années. Et quand je vous parle de ça, ce n'est pas théorique, hein, c'est parce que je l'ai expérimenté. Et avec les enfants, il y a actuellement une très bonne réceptivité. Ça va être plus rapide de pouvoir arriver à des résultats. Donc, c'est un peu ma réponse que j'avais à donner donc, à Trébuchet. Puis évidemment, on pourra peut-être y revenir dans la fin de la conférence si vous le voulez bien, ce sujet-là. Donc, l'autre chose que j'avais envie d'aborder maintenant avec l'univers fameux, l'univers superlumineux, il y a donc une information qui s'accumule sans cesse dans cet univers superlumineux-là. Alors, quand on dit l'information qui s'accumule sans cesse, c'est qu'on peut déjà comprendre que dans mon propre champ énergétique, il y a une histoire personnelle, mon histoire personnelle qui s'accumule sans cesse dans mon champ énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement que moi, en tant qu'être humain, j'ai une expérience de vie. Cette expérience de vie, mais quelque part, elle est omniprésente dans mon champ énergétique. Et évidemment, cette omniprésence-là fait que moi, je suis en relation avec tous les potentiels et toutes les probabilités qui sont en moi depuis mon début de naissance. Ce qui veut dire que tout ce que j'ai vécu dans ma vie se retrouve dans mon champ énergétique sous forme de traces. Tous les potentiels, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas vécu nécessairement, mais qui aurait pu se vivre, se retrouve légalement. Et évidemment, ça veut dire quelque part que j'ai un ensemble de probabilités dans mon champ énergétique. Cet ensemble de probabilités, bien évidemment, il y a un ensemble de probabilités puis un ensemble de faits. C'est-à-dire que j'ai expérimenté un certain nombre de choses. Par exemple, je reviens avec l'expérience de l'abandon. Cette expérience de l'abandon est un élément figé de mon champ énergétique parce que justement, je me sens identifié à cette blessure-là et je me sens comme pas capable de m'en libérer parce que j'ai un traumatisme associé à ça. Et parce que j'ai ce traumatisme-là, bien évidemment, cette énergie figée, j'en suis complètement identifié. Et évidemment, il y a des probabilités qui sont plus expansives ou évolutives qui peuvent être dans mon propre champ énergétique, mais je ne suis pas capable d'y accéder parce que je suis limité par cette émotion que j'ai vécue d'abandon quand j'étais enfant. Donc, c'est certain que tout le travail va consister justement à comme apprendre à se dégager de toute cette histoire personnelle-là pour épurer, puis arriver à faire la paix avec soi pour trouver un équilibre plus important. Maintenant, cette expérience personnelle qui est dans mon propre champ énergétique va résonner avec ce qu'on appelle cette fameuse information qui s'accumule sans cesse. Ça veut dire que dans mon propre champ énergétique, j'ai mon histoire personnelle qui est là, qui a un certain type d'informations qui se dégagent de mon histoire personnelle. Il y a donc des conflits, des énergies avec lesquelles j'ai pu me soigner, que j'ai pu me libérer, etc. Donc, une espèce d'ensemble d'informations qui se dégagent de mon champ énergétique. Et cette information va résonner avec ce qu'on pourrait appeler l'histoire familiale de ma famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis que l'information s'accumule sans cesse, c'est que dans ce champ énergétique-là, toute ma génétique, finalement, tout mon bagage génétique qui est associé donc à mon histoire familiale se retrouve également sous forme de mémoire avec lequel je suis en interaction. Donc, si l'expérience d'abandon que j'ai vécue, moi, en tant qu'individu, a une certaine résonance avec des mémoires provenant dans mon histoire familiale, ben, quelque part, on pourrait absorber dans le champ énergétique ces informations-là qui nous permettraient de comprendre que je suis donc en interaction avec mes ancêtres. On va un peu plus loin en disant que cette même expérience d'abandon-là pourrait résonner avec tout ce qui est en résonance au niveau de l'histoire de l'humanité. Donc, c'est intéressant de comprendre à quelque part qu'à ce moment-là, quand on dit que l'information s'accumule sans cesse, c'est que moi, dans mon propre champ énergétique, je suis en interaction avec une autoroute d'information, immensément vaste d'informations qui correspond donc à mes histoires familiales, puis à toutes les résonances avec des mémoires d'autres vies qui vont être en accord finalement avec ce que moi j'ai vécu. L'expérience d'abandon, bien, si elle a une certaine qualité émotionnelle, une certaine charge, une certaine intensité, bien, elle va résonner avec tout ce qui est en accord avec cette charge et cette intensité-là qui est en relation avec des mémoires d'autres vies. Alors, vous comprenez ici que ça devient drôlement intéressant de comprendre justement que moi, en tant qu'être humain, mon rôle, finalement, c'est de faire la paix avec moi. Puis faire la paix avec moi, ça implique quoi? C'est de faire la paix avec mon histoire familiale et c'est de faire la paix avec la résonance avec l'histoire de l'humanité. C'est intéressant parce que quand je ne suis plus en résonance avec ces trois éléments-là, mon histoire personnelle, mon histoire familiale et les mémoires d'autres vies,
ben, je suis en train de me libérer, de me dégager de ce qu'on pourrait appeler quelque part la limitation humaine. Je dis ça pourquoi? Parce que la limitation humaine, qu'est-ce que c'est? C'est des antécédents, c'est le passé qui vient quelque part nous ramener tout le temps à une limitation, à une impression quelque part qu'on ne peut pas changer quelque chose. Et tout ça, finalement, fait que l'être humain, l'humanité, en fin de compte, se retrouve dans une espèce de magma mémoriel qui empêche à quelque part l'évolution de pouvoir prendre forme. Donc, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous parler concernant cet univers superlumineux-là. Et évidemment, tout le travail intuitif va consister à aller fouiller là-dedans, d'aller chercher de l'information, d'aller voir l'information qui anime le champ énergétique d'une personne pour justement l'épurer, le libérer, le déprogrammer pour lui permettre de renouer contact avec l'essence lumineuse de qui il est. Et dans le sens où l'information lumineuse, c'est lorsque je suis plus en conflit avec de l'information, mais je suis en harmonie avec elle. Ça veut donc dire que j'ai appris, moi, à faire la paix avec mon être intérieur, et parce que je suis en paix, je suis capable d'incarner qui je suis véritablement. C'est ça un peu l'idée de ça. J'avais vu qu'il y a une autre question, donc je vais prendre le temps de répondre. Peut-être de déplacer le lit qui se trouve sur un réseau bien précis qui diminue la croissance. Peut-être de déplacer le lit qui se trouve sur un réseau bien précis qui diminue la croissance. Alors évidemment, ça, je pense que Gano fait référence donc au réseau Hartmann et tout ça. Alors évidemment, ça, c'est une façon, évidemment, de voir le problème. Évidemment, comme je disais tantôt, j'avais pas nécessairement c'était pas le cadre de la conférence actuellement de parler de cette chose-là, mais c'est certain qu'on pourrait donc évidemment mettre en évidence cet aspect-là. Moi, je crois par contre à la cause multiple, c'est-à-dire que je ne crois pas quelque part qu'on peut résoudre évidemment un certain nombre de problèmes en parlant de ces choses-là, comme le réseau Hartmann, etc. Mais moi, personnellement, je crois qu'il y a des causes multiples à des situations. Et dans ce sens-là, la pratique intuitive que moi je propose, c'est des causes multiples et finalement très enracinées en général pour vraiment mettre en évidence le travail intuitif. Puis évidemment, ce qu'on essaie de faire beaucoup dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est de chercher justement à identifier la cause. La cause, bien évidemment, n'est pas théorique. Je ne dis pas que cette réponse était reliée à de la théorie, mais on essaie vraiment de chercher à comprendre qu'est-ce qui anime le champ énergétique. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à proposer des moyens finalement qui sont adaptés à ce qui se passe chez la personne véritablement. Et c'est ça qui fait que moi, c'est ça qui a été beaucoup ma spécialité, mon intérêt finalement, c'est de développer des recettes adaptées par rapport à ce qu'on observe dans le champ énergétique et non pas partir sur des modèles théoriques ou des regards finalement par rapport à ça. Mais la réponse, effectivement, peut être une solution. Mais comme je dis, je ne veux pas faire un col de précis de ça. Donc, je vais poursuivre mon cheminement, si vous voulez bien, par rapport à tout ce que j'avais envie de vous dire. Donc, là, on a compris évidemment qu'il y a cette notion d'énergie dissociée et quelque chose d'important à comprendre, parce que ça veut dire que moi, en tant qu'être humain, quand je reconnais que je suis comme une antenne, parce que finalement, on pourrait facilement comprendre ça, c'est que moi, je suis comme une antenne, et cette antenne-là, finalement, elle a les deux pieds sur le sol, puis là, au sommet de la tête, on est en relation avec le ciel. Donc, à quelque part, l'idée, justement, qu'on est une antenne, c'est de reconnaître effectivement que la planète Terre produit un champ électromagnétique, qui est le champ Schumann, et que moi, par ma conscience, je suis capable finalement de déplacer ma conscience de ma tête vers mes pieds, et de mes pieds, je peux ensuite me syntoniser avec l'énergie du champ Schumann et de la faire remonter dans mon corps afin que justement mon corps puisse bénéficier de ce champ électromagnétique que la Terre produit. Et on pourrait facilement émettre l'hypothèse que ce champ électromagnétique que la Terre produit, lorsqu'il circule dans mon corps, ben, ça me permet, moi, d'être un meilleur récepteur pour les photons du Soleil et les énergies cosmiques du ciel. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ça me permet, moi, à ce moment-là, de développer un potentiel santé optimal. Donc, vous voyez que cette capacité de me relier à l'énergie de la Terre me permet donc de recevoir des ions négatifs de la planète Terre et de décharger toutes les charges positives, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle l'acidité dans la planète Terre. Donc, vous voyez que ça, c'est déjà un processus qui va contribuer, encore une fois, à augmenter ma conductibilité dans mon corps et de favoriser donc un potentiel santé optimal.
Et évidemment, donc, cette idée de l'enracinement, ben, quelque part, c'est un peu ça, c'est que plus je fais venir cette énergie de la Terre dans mon corps, plus, bien évidemment, j'apprends à favoriser la négantropie, quelque part. Puis, évidemment, cette énergie du ciel, bien évidemment, si elle circule dans mon corps avec une certaine fluidité, une certaine liberté, bien, ça aussi, ça va contribuer à permettre justement qu'il y ait une conductibilité, une négantropie plus optimale. Donc, vous voyez que c'est une façon, finalement, qui pourrait être intéressante pour vous d'explorer, d'expérimenter, de simplement prendre le temps de vous relier à cette énergie de la Terre et de chercher justement à la faire remonter jusqu'au sommet de la tête et l'énergie du ciel, du sommet de la tête jusqu'à vos pieds et de chercher à créer un mouvement uniforme, le plus uniforme possible avec ces deux mouvements énergétiques-là. Ce serait une façon de favoriser donc votre potentiel santé et de constater peut-être effectivement que ce potentiel santé, ben, il pourrait vous amener à observer que quand vous faites ça, bien, il y a des images, des sensations et des mots qui pourraient se manifester dans votre corps. Et c'est là, évidemment, que la pleine conscience intuitive propose justement de questionner ces perceptions-là. C'est un peu comme si les cellules de votre corps cherchaient à communiquer avec vous avec des images, des sensations et des mots pour essayer de vous dire quelque chose. Et que quand on apprend justement à communiquer avec ces perceptions-là, bien évidemment, on arrive à développer une certaine forme d'échange qui va nous amener à la connaissance d'une situation, la connaissance de notre état biologique, finalement, dans lequel on comprend qu'il y a une certaine émanation biolumineuse des cellules du corps avec de l'information qui peut être associée à l'histoire personnelle, mémoire familiale, mémoire d'autres vies. Alors, c'est ça un peu qu'on va constater à travers ça. Et ce qui est intéressant de comprendre là-dedans, c'est que toute cette notion de conflit va faire que moi, je vais me retrouver dans une espèce de fixation, quelque chose de figé. Alors, plus je suis figé, moins je suis une antenne vibrante. Plus je suis limité dans ma propre conscience, plus je ne suis pas capable d'être lumineux finalement, parce que je deviens complètement limité dans ma capacité lumineuse, parce que justement, je dois m'identifier à des problématiques de plus en plus importantes en moi. Donc, on comprend ici que c'est intéressant de comprendre ici qu'il y a certains éléments aujourd'hui qu'on peut même remettre en question concernant tout ça. Quand on pense au karma, par exemple, le karma, ça a été quelque chose qui est associé pendant longtemps à l'idée qu'on est sur Terre avec une programmation karmique hein, qui sont reliées à des vies qu'on aurait vécues dans d'autres époques. Alors, évidemment, la physique quantique, qu'est-ce qu'elle met en évidence? C'est que cette vision-là des choses est peut-être finalement quelque chose qu'on peut remettre en question, puisqu'évidemment, la physique quantique met en évidence que nous sommes en mouvement perpétuel. Ce mouvement perpétuel implique justement que notre conscience nous permet de nous dégager de ces bagages-là, finalement, mémoriels, pour accéder à la lumière. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le code génétique. On a longtemps pensé que le code génétique, c'est quelque chose qui est figé, un genre de bagage qu'on essaie avec un bagage génétique, qu'on était pris avec jusqu'à la fin de notre vie. Et là, on constate avec l'épigénétique que tout ça, finalement, est remis en question. Donc, on peut envisager, justement, que ce n'est pas tout à fait vrai que l'on est limité. Dans ce sens-là, notre conscience peut influencer notre bagage génétique. Il y a des recherches qui ont démontré, d'une part, que l'alimentation, faire du sport, par exemple, vont influencer, peuvent modifier justement le code génétique, puis évidemment la conscience, donc la méditation, développer une conscience de soi, peut avoir aussi un impact sur justement ce code génétique-là. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre que la science est en train de faire éclater, je dirais ça comme ça, beaucoup de choses qui étaient comme des règles un peu établies. Et c'est donc intéressant de constater que c'est en train de bouger à ce niveau-là. L'autre élément aussi qu'on peut dire, c'est que tous ces éléments figés qui sont en moi vont créer des programmations dans mon cerveau. Ces programmations, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont créer comme des circuits neuronaux qui ont une certaine programmation, une certaine couleur, une certaine démarcation, qui vont faire que moi, je vais finalement fonctionner d'une façon un peu comme un robot en quelque part. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, je répète toujours les mêmes processus parce que justement, mon cerveau, quelque part, a appris à fonctionner avec certains traumatismes, certaines blessures, etc. Puis, il a commencé à se déployer de cette façon-là. Ce qui est intéressant de comprendre encore une fois, c'est que grâce au fait que moi, je prenne conscience que je puisse, donc, avec ma conscience, avoir un impact et voyager en moi pour être capable de faire la paix avec mon être profond, ben, cette capacité que j'ai de faire la paix avec mon être profond ben, va libérer mon karma, va libérer mon code génétique, va libérer mon cerveau,
puis va me permettre de créer de nouveaux circuits neuronaux. Et on découvre que le cerveau a une certaine neuroplasticité, c'est-à-dire qu'il est capable de se modifier. C'est aussi quelque chose qui était pas reconnu il n'y a pas si longtemps. Et on va même dire qu'on peut créer des neurones. Alors qu'on pensait qu'on avait un certain nombre de neurones très, très limités selon notre vie, hein, selon quand on essaie sur Terre. Et là, on constate qu'il est possible de créer des neurones. Donc, encore là, on comprend évidemment qu'il y a une espèce d'élargissement de notre conscience, une autre vision du monde qui est en train de se manifester et qui est fort intéressante parce qu'elle vient nous rappeler finalement qu'on est peut-être plus que ce qu'on pensait finalement, c'est-à-dire que l'être humain que nous sommes est plein de possibilités et qu'on est quand même, on est en train de découvrir que ces possibilités-là sont là, puis qu'elles méritent à quelque part qu'on les reconnaisse de plus en plus. Alors, c'est ça qui est intéressant, donc, de mettre en évidence à ce niveau-là. Donc, évidemment, comme je disais tout à l'heure, n'hésitez pas, c'est des questions, ça va me faire plaisir donc d'y répondre. Donc, ça, c'était les choses que j'avais envie de vous dire concernant donc un petit peu le développement de la science et tout ça, comment ça peut amener donc un autre regard sur notre rapport avec l'intuition et avec les soins énergétiques. J'avais envie maintenant de vous parler des trois cerveaux. Les trois cerveaux, finalement, c'est quelque chose qui est quand même intéressant aussi à amener. C'est que on sait que notre cerveau localisé au niveau de la tête, on le reconnaît, bien sûr. On a compris des choses sur notre cerveau, comme je disais tantôt, la neuroplasticité, la capacité de créer des neurones, entre autres. C'est quand même des éléments très intéressants qui sont en train d'être reconnus aujourd'hui et qui amènent donc une autre façon de voir le monde. Maintenant, je vais vous parler de trois cerveaux, de deux autres cerveaux, quelque part, qu'on a reconnus. Je vais vous parler du cerveau du ventre pour commencer, qui est un cerveau, finalement, qui est étroitement relié avec ce qu'on peut appeler les instincts. Tout l'aspect plus primitif de l'être humain se retrouve là. Et c'est intéressant, évidemment, de reconnaître ce cerveau-là, parce que c'est un cerveau, justement, qui nous ramène à ce que nous sommes dans la dimension. Tu sais, quand je nais sur Terre, par exemple, je nais sur Terre puis je constate que j'ai un certain type de personnalité. Évidemment, je vais la peaufiner avec le temps. Puis mon environnement familial va avoir une influence sur cette composante-là. Sauf que si on enlève ces éléments-là, on constate qu'indépendamment de l'environnement extérieur, j'ai un intérieur, j'ai un type de fonctionnement qui m'est propre. C'est-à-dire que je nais avec un certain fonctionnement que je n'ai pas choisi comme tel. Il s'impose à moi et je le découvre à mesure que ma vie se fait. Et si je suis accepté ou pas accepté, mais ça va jouer aussi sur cette capacité que j'ai de m'émanciper en tant qu'être humain. Et je pense que c'est intéressant donc de comprendre ça, que le ventre, hein, c'est quelque chose qu'on a découvert, c'est qu'il y a des neurones dans le ventre. Et on a découvert aussi que le ventre était relié au cerveau par un nerf qui est le nerf vague, qui est un nerf qui est un des plus longs, qui est le plus long dans le corps humain. Et on a constaté effectivement qu'on avait donc des ramifications au niveau de notre cerveau et de notre ventre qui avaient comme un rôle à jouer important dans cette sensibilité plus primitive de l'être que nous sommes, où on doit apprendre, nous, en tant qu'être humain, à travers ce cerveau-là, de reconnaître cet aspect primitif que nous sommes. C'est-à-dire que moi, je suis né avec un certain caractère, certaines composantes, et je dois apprendre à accepter ça, accepter qui je suis. Hein, c'est-à-dire qu'on pourrait toujours se dire, moi, j'aimerais mieux être comme telle personne, telle autre personne, ou j'aime pas telle facette de moi, j'aime pas telle autre facette de moi. Mais ces éléments-là, quelque part, sont finalement des éléments qui, à partir du moment qu'on les accepte, nous permet justement de commencer donc à reconnaître qui nous sommes, même s'il y a des aspects qu'on aime moins que d'autres. Le reconnaître, c'est de l'accepter, de l'accueillir, c'est donner la permission d'incarner ça. Je pense que c'est un élément important et c'est certain qu'à travers cette relation avec le ventre, bien évidemment, on comprend que le ventre est relié donc à nos pieds et à nos jambes, bien sûr, et que dans ce sens-là, quand on commence à penser à l'enracinement, que je vous parlais tout à l'heure, on peut certainement penser que ma relation avec l'énergie de la Terre me met en communication justement avec cette première fondation, pourrait-on dire, de l'être humain que nous sommes, qui va me permettre donc d'accueillir qui je suis dans mon être-té, non pas dans le sens d'une essence fondamentale, mais plus de reconnaître à quelque part c'est quoi le noyau de ma personnalité, puis de l'accueillir, puis de l'accepter, va me permettre justement de mieux respecter qui je suis. Puis le deuxième cerveau que j'avais envie de vous parler, c'est le cerveau du cœur.
Le cerveau du cœur, c'est un cerveau qui a beaucoup de recherches actuellement qui sont faites par rapport à celui-ci. Et une des choses que j'avais envie de vous dire, c'est que quand on regarde le ventre et le cœur, de quelle façon ils sont reliés, ces deux cerveaux-là, selon moi, c'est que le cœur, lui, me permet d'accueillir avec amour tout ce que je suis en tant qu'être humain. C'est-à-dire que j'apprends donc à accepter avec le ventre et avec le cœur, j'apprends à aimer. J'apprends à aimer quelque part mes besoins de sécurité, j'apprends à aimer mes besoins affectifs, j'apprends à aimer quelque part mon envie de m'affirmer, j'apprends à m'aimer moi, puis parce que je m'aime, ben, je peux apprendre donc à incarner qui je suis dans un monde social dans lequel je peux apporter ce que j'ai de plus beau à offrir à la société. On pourrait voir ça comme ça. Donc, c'est intéressant que pour que le cœur soit capable d'aimer, justement, ce qu'on découvre avec la cohérence cardiaque, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites autour de la cohérence cardiaque, ils ont observé justement que le cœur, il est tendu. Pourquoi il est tendu? Mais il est tendu parce que nous sommes en étroite relation avec le stress de notre passé. Si j'ai été abandonné dans ma vie, moi, comme je disais l'exemple de tout à l'heure, ben, cet abandon-là, qu'est-ce qu'il va faire à mon cœur? C'est qu'il va me mettre dans un état de stress. Il va me mettre dans un état de tension parce que je vais toujours être en train d'appréhender le risque que je sois de nouveau abandonné. Donc, j'ai en mémoire, finalement, le traumatisme. Mon cerveau a des circuits neuronaux qui me rappellent justement tout ça. Et dans mon champ énergétique, je suis en conflit avec certaines mémoires et qui vont perturber ma circulation énergétique et qui vont empêcher justement la fameuse négantropie de prendre forme. Donc, je vais être un peu piégé dans cette espèce de programmation qui va faire que je ne vais pas être capable de renouer contact justement avec ce potentiel qui est en moi, le potentiel qui serait d'être autre chose que ça. Alors, c'est certain que c'est intéressant de se rendre compte que quand je reconnais ce potentiel-là qui est en moi, ben, j'apprends justement à commencer donc à développer ce qu'on pourrait appeler cette fameuse amour de soi. Comment on peut arriver à développer cette fameuse amour de soi? Ben, c'est d'abord et avant tout, il y a un rythme respiratoire qui est assez simple, c'est inspiration 5 secondes, expiration 5 secondes, dans lequel on peut respirer au niveau du cœur. Et ça, c'est les recherches qui ont démontré que dans ces moments-là, quand on fait ça, le cœur va se détendre. Et s'il se détend, il y a des ramifications avec le cerveau qui sont là. Et quand il y a cette détente-là, il y a un signal de plus grande harmonie qui monte vers le cerveau. Et c'est un peu comme si ça crée comme un genre de mouvement comme ça, un mouvement fluide entre le cerveau et le cœur, où on est plus détendu, on est plus joyeux, on est plus dans un état de compassion, de bienveillance envers soi-même, on est plus intuitif, on est plus collaborateur. Vous voyez, il y a plein de composantes qui sont associées à ça. Puis c'est certain que toute cette belle énergie que ça vient chercher en soi, ça nous ramène à cette notion que moi j'appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que plus je développe mon cœur, plus mon cœur devient flexible, moins tendu, mais plus je suis dans l'instant présent. Et plus je suis dans l'instant présent, plus je développe une intelligence émotionnelle qui fait que je suis capable de regarder les gens autour de moi et de leur tendre la main, car je reconnais que ces gens-là peuvent être des collaborateurs, ils ne sont pas des compétiteurs. Ils sont des collaborateurs avec lesquels je peux collaborer pour favoriser ma vie, un bien-être dans ma vie, mais aussi un bien-être chez ces personnes-là. Je ne cherche pas à utiliser ces personnes-là. Je cherche à collaborer avec eux et que tout ça, finalement, amène la notion de communauté, la notion de collaboration communautaire. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'entraider de cette façon-là. Et c'est quelque chose qui est en train de se développer inévitablement chez l'être humain, cette compréhension nouvelle d'une forme d'humanité plus positive, je dirais. C'est certain que ça prend un certain temps parce que ça demande à chacun d'entre nous de comprendre quelque part que cet état de cohérence cardiaque, c'est un état fondamental. Il faut savoir que les traditions yogiques parlent de la respiration depuis très longtemps. Ils appellent ça le pranayama, entre autres. Puis ils disaient, je me rappelle à une certaine époque, je regardais ça avec un certain scepticisme, mais ils disaient que si on respirait, on atteindrait le bonheur. Alors moi, je me disais, oh, ça me paraissait un peu comme je ne comprenais pas nécessairement bien ce que ça voulait dire. Aujourd'hui, je comprends mieux grâce à ces recherches sur la cohérence cardiaque qui mettent en évidence justement que par la respiration, on peut arriver justement à favoriser un état de présence. Cet état de présence fait que mon cœur n'est plus tendu par les peurs du passé, mais il se met dans une position de réceptivité envers le présent et dans lequel il peut regarder la réalité dans un état de calme et de détente. Alors, vous voyez que c'est drôlement intéressant de comprendre les enjeux que
que ces techniques-là de la contrée cardiaque peuvent amener, c'est-à-dire que ça amène effectivement un être humain à se sentir plus en état de paix et d'harmonie avec lui-même. Et donc, dans ces conditions-là, bien, de développer une autre relation avec notre être. Hein, parce que quand on apprend à s'aimer dans notre cœur, qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand on s'aime? Mais quand je m'aime, ben, quelque part, j'émets des pensées beaucoup plus positives envers mon cerveau. Je commence à reconnaître, hey, quand je m'aime, je m'apprécie, je me vois dans une autre façon de fonctionner, une autre façon d'incarner qui je suis, une autre façon d'interagir avec les gens. Donc, vous comprenez que je suis en train de construire, de créer une autre version de moi-même. Et cette version de moi-même, comment je la crée? Mais c'est simplement en apprenant à me donner la permission de m'aimer. Et que quand je m'aime, j'émets des émotions plus positives envers moi. Je me reconnais comme un Sylvain avec une version supérieure à ce qu'elle était auparavant. Et cette version supérieure, c'est intéressant de comprendre que elle vient nourrir dans notre cerveau une autre façon de se comporter qui va amener donc un changement dans la vie terrestre. Alors, c'est important, encore une fois, de comprendre ici que ce changement-là que ça va faire dans mon cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une fréquence électromagnétique qui va être émise de mon cerveau vers quoi? Bien, vers mon quatrième cerveau. Vous ne vous y attendez pas, mais oui, je vais vous parler d'un quatrième cerveau qui est le cerveau quantique. Le cerveau quantique, c'est un cerveau délocalisé, c'est-à-dire un cerveau qui n'est pas localisé dans ma tête ou dans mon cœur ou dans mon ventre. Il est partout. Il est dans mon champ de lumière. Et ça ne fait pas trop étonnant qu'on y pense. Hein? C'est-à-dire que dans mon champ de lumière, il y a de l'information. Et cette information, finalement, c'est une forme de conscience, c'est un cerveau, finalement, qui se retrouve donc dans l'ensemble de l'être humain que je suis. Et quand j'émets des pensées positives dans mon cerveau, dans lesquelles je vis dans le présent et dans lesquelles je reconnais ma meilleure version de moi-même, ben, je vais dynamiser tout mon champ d'énergie, tout mon champ quantique pour amener donc une transformation à prendre forme. Donc, c'est quand même intéressant de bien comprendre justement cette idée qu'on a, avec la science, avec toutes les recherches, on constate effectivement que la pratique intuitive, hein, d'apprendre à voyager à l'intérieur de soi-même, me permet de développer une position d'alignement. Et cette position d'alignement me permet justement de faire la paix avec mon être et avec cette forme d'harmonie des trois cerveaux. Hein, quelque part, on arrive à cela. Et ceci dit, bien évidemment, vous le savez peut-être déjà, mais la semaine prochaine, il y aura donc une démonstration pratique que je vais faire avec des gens pour justement travailler sur cette harmonie des trois cerveaux pour favoriser justement l'équilibre de chacun de ces cerveaux-là pour de vous faire expérimenter, de vous montrer quelque part c'est quoi les enjeux dans chacun d'eux et donc de faire un travail de faire des démonstrations intuitives à ce sujet-là. Ce sera la semaine prochaine pour ceux qui sont intéressés. Donc, j'avais envie maintenant, pour terminer cette petite conférence, donc deux choses. La première, c'est de vous parler un petit peu de la pleine conscience intuitive. Vous l'avez compris déjà, on en a un peu parlé quand même, hein, que la pleine conscience intuitive, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité que moi j'ai de reconnaître que j'ai une conscience. Cette conscience-là est dans mon présent et elle peut voyager en moi tout comme vers un partenaire. Et que quand on fait ces voyages-là, on constate qu'il y a donc une interaction avec la matière, hein, et cette matière-là va m'amener donc à constater que quand je voyage dans mon corps, ben, je vais constater qu'il y a des images, des sensations, des mots qui vont se manifester à moi. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais apprendre donc à les accueillir, à discuter avec elles pour comprendre c'est quoi leur message, c'est quoi leur raison d'être. Donc, je vais commencer justement à reconnaître qu'il y a une communication cellulaire, pourrait-on dire, qui va prendre forme. Et cette communication cellulaire va m'amener justement à constater un genre de dialogue, comme si moi je parle et les cellules de mon corps me parlent et elles me disent des choses. Ce n'est pas des choses sur lesquelles j'ai un contrôle. C'est un peu comme si mon genou pouvait me dire des choses très précises, tout comme ma cheville pourrait me dire d'autres choses. Comme si on constatait qu'on est morcelé en quelque sorte. C'est-à-dire que ma conscience, hein, on pourrait dire, moi, Sylvain Bélanger, je suis dans ma tête. Mais quand on commence à voyager dans notre corps, on comprend bien que ce qu'on croyait être Sylvain Bélanger, c'est une facette de nous, que le voyage qu'on effectue dans tout notre corps nous fait constater qu'il y a plein d'autres facettes de l'être que nous sommes à laquelle on n'a pas accès normalement et que la pratique justement intuitive me permet de développer une globalité de qui je suis. Et cette globalité-là, bien évidemment, c'était quand même extraordinaire de constater qu'on est animé donc par une certaine lumière qui est dans notre corps, qui reflète notre potentiel santé. En plus de ça, bien évidemment, il y a toute notre histoire personnelle, qu'on peut voyager
dans notre histoire personnelle pour faire la paix avec elle. On peut constater que notre histoire familiale peut nous influencer, donc on peut travailler sur cette histoire familiale-là pour amener une plus grande paix à l'état de nous-mêmes. Souvent, en travaillant sur l'histoire familiale, on a une implication sur la collectivité familiale, c'est-à-dire notre famille peut bénéficier aussi des soins qu'on effectue de cette façon-là. Puis, bien évidemment, les mémoires d'autres vies, ben, en faisant ce travail de libération des mémoires d'autres vies, on contribue aussi à travailler sur la globalité de l'humanité, finalement aussi. Donc, tout le travail qu'on fait en tant qu'individu, bien évidemment, va donc influencer quelque part la collectivité. D'ailleurs, la cohérence cardiaque, hein, c'est une des choses qui a été observée avec la cohérence cardiaque, c'est que des recherches qui sont faites actuellement dans lesquelles ils observent que quand quelqu'un est dans un état de cohérence cardiaque, ils observent effectivement que cette personne-là a une influence sur la conductibilité de la planète Terre. C'est-à-dire que la planète Terre devient plus conductrice lorsque quelqu'un est dans un état de cohérence cardiaque. Alors, c'est intéressant de constater justement que cet impact-là. Et ce qu'ils ont constaté aussi, c'est que quelqu'un qui est dans un état de cohérence cardiaque va favoriser la cohérence cardiaque chez une autre personne aussi. Alors, ça met en évidence un peu cet élément de stimulation. Hein? Plus on est dans un état de cohérence cardiaque, plus on favorise le changement. Et on pourrait dire, bien sûr, que plus on est dans une pratique de pleine conscience intuitive, plus on devient capable de gérer d'une façon beaucoup plus consciente, je dirais, toute la gestion de notre énergie vitale et être capable donc d'augmenter ce potentiel de cohérence cardiaque, puisqu'évidemment, on en comprend tous les aboutissants, pourrait-on dire. On arrive à justement comprendre la globalité de l'être humain, parce que, bon, la pratique de la cohérence cardiaque est très intéressante, mais elle ne permet pas donc de développer tout ce travail qui est fait dans la pleine conscience intuitive pour voyager donc à l'intérieur de soi. Puis évidemment, ensuite, après ce travail de lecture intuitive, pourrait-on dire, il y a évidemment la déprogrammation. Je voulais vous en parler parce que la déprogrammation, évidemment, en médecine quantique, il est question avec les appareils de médecine quantique de travailler sur de transmettre de l'information quantique. Alors, par exemple, on a une vitamine C, ben, la signature électromagnétique de la vitamine C, on l'a identifiée et ça permet donc, lorsqu'une personne vient nous voir en tant que thérapeute quantique, on peut émettre la vitamine C à cette personne-là sans lui donner physiquement, c'est-à-dire qu'on lui émet l'information de vitamine C et on observe comment la personne va réagir. Alors, c'est exactement ça qu'on fait dans la pratique de la pleine conscience intuitive, c'est qu'on va constater effectivement que nous, en tant qu'être humain, on a une conscience. Et cette conscience-là, quelque part, c'est une conscience électromagnétique et on est capable, par cette conscience-là, d'émettre de l'information dans notre véhicule imaginaire qui va permettre ensuite à être retransmise à la personne avec qui on va soigner, par exemple, ou avec nous-mêmes. Et qu'en faisant cela, on va constater qu'il y a des réactions qui vont se produire dans le champ énergétique quand on émet cette information-là. Si on le fait sur un partenaire, par exemple, j'enverrais par exemple de la vitamine C, mais je constaterais qu'en envoyant une fréquence électromagnétique de vitamine C, il y aura une transformation qui s'effectuerait dans le champ. Et c'est là, évidemment, qu'on va comprendre que l'idée de ça, c'est d'une part de déprogrammer les mémoires qui sont limitatives, qui sont, par exemple, l'enfant abandonné. Mais si l'enfant est abandonné, bien, si je lui donne un certain nombre de tout ce dont elle a besoin, cette énergie-là, pour ne plus être abandonné, bien, je vais accéder à autre chose que l'abandon. Alors, c'est ça un peu l'idée de la déprogrammation, c'est de permettre justement une transformation progressive de l'information mémorielle pour qu'on la libère. Et dans ce sens-là, évidemment, dans la médecine quantique, ben, on va souvent se limiter à des thérapeutiques, bon, par exemple des plantes, des vitamines, etc. En général, c'est un peu de ça qu'il s'agit. On peut travailler sur les émotions, évidemment, aussi, mais c'est un appareil avec lequel on est en train d'être en interaction. Alors que là, ici, on parle vraiment d'un travail qui est beaucoup plus conscient, puisque on reconnaît effectivement que par ma conscience, je peux donc créer quelque part une information qui peut se faire à différents niveaux, une information énergétique, une information personnelle, associée à l'histoire personnelle de l'individu, associée à son histoire familiale ou des mémoires d'autres vies, et dans lequel on va envoyer donc une information qui va générer des transformations dans notre partenaire, qui va nous permettre donc de le dégager de certaines programmations et certaines limitations, qui va permettre à son cerveau de rétablir les circuits neuronaux qui sont chez cette personne-là pour l'amener justement à développer un autre regard sur elle-même qui va être plus en état de négantropie, plus en état d'harmonie, d'équilibre et qui vont amener donc des transformations
à se faire. Puis évidemment, après la déprogramation, il y a le soin. Alors, le soin, il y a plusieurs techniques de soins. Il y a des soins énergétiques, bien sûr, des soins sur les chakras, des soins sur les fascias. Il y a évidemment des soins où on transmet la lumière. En fin de compte, c'est ça globalement. Quand on parle d'un soin énergétique, c'est qu'on reconnaît qu'on est une antenne et que cette antenne-là est capable d'émettre de la lumière. Et cette lumière-là, bien évidemment, pour objectif, donc, de rétablir l'équilibre biolumineux dans les cellules de notre corps, c'est notre partenaire. Dans la pratique de la pleine conscience intuitive, on met beaucoup l'emphase sur la façon que la personne va recevoir la lumière qu'on va lui donner. Moi, je pourrais donner l'exemple, je pourrais dire, bon, ben, je vais envoyer la lumière à 10 personnes devant moi. Ben, ces 10 personnes-là vont recevoir la lumière que je vais leur envoyer d'une façon différente. Pour la simple raison que chacune de ces personnes-là sont différentes, tout simplement. Et que quand on commence à reconnaître cette différence-là, ben, on n'est pas étonné de constater que si j'envoie de la lumière à une personne, ben, il va y avoir peut-être une belle réceptivité au niveau des jambes, ça va s'arrêter au niveau du bassin, puis il va y avoir des informations qui vont ressortir d'un déséquilibre dans le bassin. Une autre personne, ça pourrait être au niveau de son cœur, une autre personne, ça pourrait être au niveau de sa gorge, et ainsi de suite. Donc, on comprend évidemment que quand on développe la pleine conscience intuitive, on reconnaît justement la capacité du corps que l'on soigne, on reconnaît sa capacité à accueillir la lumière ou de ne pas l'accueillir. Et de me dire, mais pourquoi un être humain ne voudrait pas accueillir la lumière? Mais c'est assez simple à comprendre. Un être humain est un être vivant. S'il a vécu une expérience de souffrance dans sa vie, ben, il a appris donc à dire, je ne veux plus souffrir. Et pour ne plus souffrir, qu'est-ce qu'il doit faire? Ben, il doit se couper de la région en question. C'est ce qu'on appelle l'énergie dissociée. Et quand il fait ça, ben, il s'éloigne justement de son potentiel de santé, de sa capacité à se soigner et à se guérir. Alors, je pense que quand on comprend bien cela, on comprend que quand j'envoie de la lumière dans le champ énergétique d'une personne, je lui demande d'accueillir de la lumière dans certaines régions de son corps qu'elle n'est pas habituée à accueillir parce qu'effectivement, ça fait trop mal. Hein, donc, sa réaction première, ça va de se dire, je n'en veux pas de ta lumière parce que ça me fait trop mal si je la reçois. Donc, je la rejette, je la refuse. Donc, c'est là que ça devient intéressant de comprendre que la pleine conscience intuitive va me permettre justement d'amener de l'information à mon partenaire pour lui exprimer les raisons d'être de ces perturbations-là, et ensuite de revenir vers la déploiement et les soins pour rétablir justement progressivement ce qui apparaissait comme étant une perturbation, ce qui va amener donc un mieux-être à prendre forme chez notre partenaire à ce moment-là. Donc, vous voyez que la pleine conscience intuitive, c'est un peu cette combinaison de lecture intuitive, déploiement et soins qu'on fait d'une façon un peu cyclique, qui font qu'effectivement, on arrive à être capable de ne pas rester dans ce concept je dirais ça comme ceci, de figer. Hein, quand on dit, par exemple, ah, toi, tu as un blocage au niveau de ton cœur, mais ça serait quelque chose qu'on figerait hein, si on disait ça. Alors, qu'en physique quantique, on reconnaît que tout est mouvement. Donc, si tout est mouvement, on ne peut pas dire à quelqu'un que son corps est figé, parce que ça voudrait dire qu'on ramènerait ce déséquilibre-là à la réalité terrestre. La réalité terrestre, c'est celle qu'on observe physiquement, qui ne bouge pas. C'est cette réalité-là qui est objectivable et qui répond à des règles matérielles. Et évidemment, on sait qu'on est assez habile, nous, en tant qu'êtres humains, à comprendre cette réalité-là. Quand on aborde la réalité subtile, qui appartient plus à un domaine quantique, on doit finalement s'ajuster à cette réalité-là. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. Quand je vous parlais tantôt que l'épigénétique a remis en question le bagage génétique, que je vous parlais du cerveau qui a été remis en question dans son fonctionnement, etc., c'est qu'on commence à comprendre que tout ce qu'on pensait qui était figé, qui était arrêté dans une matière figée, et dans un processus de développement et de transformation. Et pour moi, bien évidemment, l'être humain que l'on est, bien, c'est un être humain qui est en mouvement, puis qui est constamment en processus d'adaptation, et que l'idée de la pleine conscience intuitive, c'est de mettre en lumière cet aspect-là de l'adaptation pour mettre en évidence justement que l'être humain doit apprendre à s'adapter d'une façon constante et continue par rapport à ses composantes intérieures. Puis que plus on fige, mais plus on devient limité, plus notre cerveau se fige, plus notre corps se fige, moins dans une négantropie. Alors, vous voyez, c'est ça un peu que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Alors, pour terminer, ce que je fais souvent, c'est une petite démonstration avec quelqu'un de la salle qui se présente, la première qui se présente, avec qui je vais donc proposer faire cette petite pratique. Donc, ça sera dans le chat, évidemment, peut-être le plus simple que la première personne qui se présente, je fais une petite démonstration, si vous le voulez bien.
Donc, si la personne, bien évidemment, je ne ferai pas de démonstration. Alors, s'il y a quelqu'un d'intéressé, ben, ce serait le moment de lui signifier. Donc, Marie-France qui se présente. OK, alors, je vais faire un petit peu donc une pratique de la pleine conscience intuitive. Est-ce qu'il y a un thème que tu aurais voulu qu'on regarde plus particulièrement? En sachant justement, comme je l'ai dit tantôt, la semaine prochaine, même journée, je crois que c'est le 20, c'est le mercredi prochain, vous allez avoir donc une démonstration pratique sur les trois cerveaux. C'est-à-dire que je vais prendre le temps de faire une pratique de pleine conscience intuitive dans laquelle je vais mettre en évidence qu'est-ce qui anime, comprendre davantage l'harmonie qui peut exister entre les trois cerveaux pour favoriser donc l'émergence d'une vision plus quantique de soi. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ce sera donc la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais faire une démonstration plus classique de la pleine conscience intuitive. En même temps, est-ce que tu as un thème que tu aurais voulu qu'on regarde? Donc, Marie-France, OK, ben, je sais pas me mettre. OK. Je n'avais pas trouvé, excusez-moi, je m'excuse pour la personne. Il y a une personne que je n'avais pas vue qui avait passé. Donc, Marie-France. Alors, recommencer, rééquilibrage. À Marie-France, la première chose que je te dirais par rapport à toi, c'est le combat. Moi, c'est ça qui ressort de ton champ énergétique, comme quelqu'un qui a les jambes qui frappent sur le sol et qui est en combat avec la vie. Combat avec la vie, c'est un peu comme quand on dit, par exemple, je n'accepte pas quelque part un certain nombre de choses que la vie me propose ou que la vie me donne. Hein. Puis à quelque part, ben, moi, j'essaie justement de me débattre avec ça. Tu vois? C'est un peu comme ça que je sens ça dans un premier temps. Euh, donc, si tu peux me confirmer ce que je te dis, ça serait peut-être bien. Donc, ce serait un peu la première chose, c'est que ce combat-là, quelque part, m'a fait que dans l'énergie de tes jambes, il y a pour moi, finalement, une faiblesse dans les jambes. Moi, j'ai tendance à parler de problème d'ossature, des os, hein, quelque chose comme ça, et une circulation qui est déficiente dans les jambes également. C'est ça un peu que je dirais dans un premier temps. Mais évidemment, on n'en restera pas là, puisque évidemment, l'objectif, c'est d'utiliser la déprogramation et les soins pour favoriser donc une circulation énergétique, pour changer la condition que je viens de nommer. Et puis, comme je disais tout à l'heure, les conditions sont là pour, ce ne sont que des états. Ces états-là peuvent être figés, puis on cherche, nous, évidemment, à rétablir pour les libérer finalement. Donc, je vais faire la deuxième action qui est la déprogrammation. Et puis, Marie, si tu veux, Marie-France, si tu veux, tu confirmes. C'est très bien. OK. Donc, on va faire une action maintenant de déprogrammation. Je vais demander donc aux gens, plus particulièrement de Marie-France, qu'est-ce que je peux faire pour, qu'est-ce qu'elle a besoin, c'est quoi leurs besoins. Tu vois, Marie-France, moi, ce que je te dis, c'est que le besoin, c'est de faire un deuil. Tu vois, c'est comme ça que, c'est ça qui m'est dit. Les gens me demandent de faire un deuil. Et ce deuil-là est associé donc à mes mémoires d'autres vies. Euh, pour moi, c'est comme, tu sais, quand on parle de personnes, une femme forte qui est dans l'époque aztèque, et puis cette femme forte-là, qui est un chef finalement, elle, euh, elle est très dure. Elle est très dure parce qu'elle fait tuer plein de gens parce que quelque part, ces personnes-là ne sont pas à la hauteur de ses attentes. Elle est très exigeante et elle demande constamment de, de faire quelque part un processus justement tu sais, quand on est dans une exigence et on demande tout l'impossible, mais c'est un peu comme ça que je perçois ça de cette femme-là. Et j'ai l'impression que, en quoi cette mémoire d'autre vie que je viens de nommer a une influence sur toi, Marie-France, c'est que j'ai l'impression que le combat dont je parlais tantôt que tu manifestes, c'est un combat quelque part dans lequel tu vas, je dis ça d'une façon exagérée, là, tu vas flinguer les gens qui ne font pas ton affaire. Flinguer les gens, mais évidemment, c'est de les mettre dehors, te débarrasser d'eux, ça ne fait pas mon affaire, ça ne me convient pas, c'est pas ça que je voulais. Il y a quelque chose de cet ordre-là que je sens et qui fait effectivement qu'il y a une fatigue dans ton corps. Parce que la fatigue, bien évidemment, c'est que quand c'est un peu comme si on se retrouvait tout seul, hein, à force de ne pas être satisfait, mais on se retrouve tout seul, puis on a l'impression justement d'avoir besoin d'aide. Mais comme l'aide elle était là, puis qu'on l'a mis de côté, bien, c'est un peu comme ça, on avait l'impression qu'on arrivait sans ressources. Et le deuil, bien évidemment, c'est de reconnaître justement que ce dont on a besoin, mais c'est de faire la paix avec les autres. Faire la paix avec les autres, c'est de constater que les autres ne sont pas nécessairement là sont pas là contre nous nécessairement. Ils peuvent hein, être contre nous, mais pas tout le temps. Et que si on apprend justement à accepter davantage ce qu'ils sont, ben, on peut arriver
à quelque chose de plus satisfaisant. Alors, ce qu'elle me dit, c'est exactement, donc je présume que tu es d'accord avec ce que je viens de te dire. Alors, on va faire une petite déprogrammation sur la mémoire aztèque, là, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe. Je vais te demander qu'est-ce qu'elle a besoin. La mémoire aztèque, bien évidemment, c'est de l'amour. C'est un peu comme si, quelque part, cette femme-là, elle avait appris à se battre et à être très forte, à être jamais fragile, jamais finalement perdre le contrôle, en quelque sorte. Hein. Et l'amour, bien évidemment, ça oblige évidemment cette notion de dire, ben oui, mais là, je vais perdre le contrôle, je vais accepter de lâcher prise, je vais accepter aussi que j'ai fait des erreurs, que j'ai été trop dur, j'ai été trop sévère, puis que finalement, j'ai peut-être passé à côté hein, de certains moments où j'aurais pu être plus souple parce que justement, je n'étais tout simplement pas capable. Et c'est un peu comme si cette femme-là, justement, à Steak, ben, elle se mettait à pleurer, puis elle reconnaissait quelque part qu'elle avait été trop dure. Puis c'est un peu comme si je sentais qu'elle remettait des armes sur le sol. Un peu quand on dit, par exemple, j'arrête de me battre, mes armes, je les mets sur le sol parce que je ne veux plus me battre. Et c'est comme si on sentait qu'au niveau de son cœur, il y avait comme des barbelés qui sortaient de son cœur et que tout ça, finalement, ça amenait comme une transformation, un peu comme si cette énergie acceptait de quitter ton champ énergétique et que ça amenait de ton côté à toi, finalement, comme tu sais, un peu comme quelqu'un qui a des grandes peurs. Tu sais, les grandes peurs, ben, c'est comme quelqu'un qui va devoir, finalement, par exemple, se retrouver dans une arène en romantique, hein, puis devoir effectivement se battre pour survivre, tu vois. Et c'est un peu comme si je percevais un guide qui intervenait dans la scène et qui venait justement dire ça suffit. Et quand ça suffisait, la scène changeait et là, tu te mettais à pleurer. Et tu te mettais à pleurer, puis c'est comme si le guide te disait qu'il faut maintenant que tu apprennes à arrêter de nourrir ce qu'on pourrait appeler la compétition ou arrêter de nourrir quelque part le combat, comme si pour toi, c'est quelque chose de facile pour toi d'aller dans cette direction-là et que l'amour est une voie plus difficile. L'amour, l'harmonie, l'équilibre, c'est une voie plus difficile, quelque chose que tu connais moins. C'est comme si tu n'avais pas appris effectivement à développer cette dimension-là parce qu'on t'avait tellement obligé de devoir te battre, que tu t'étais éloigné de cette facette-là. Et là, j'ai l'impression que tu étais prête à pouvoir passer à autre chose. Donc, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi de passer à autre chose. Et c'est comme si je sentais effectivement, comme je te voyais prendre dans tes bras le guide, comme ça, quelque part, tu le remerciais. Et c'est comme si le guide te remettait entre les mains ton cœur, comme s'il voulait te dire, mais c'est entre tes mains maintenant que tu dois apprendre à grandir. Et c'est un peu comme ça qu'on pourrait décrire ça. Donc, ça, c'était pour la déprogrammation. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Marie-France. La troisième étape va être le soin, donc le transfert d'énergie, évidemment très sommaire, puisqu'on ne prend pas le temps d'en faire un très élaboré. C'est juste que j'envoie de la lumière, puis je vois un petit peu comment Marie-France va réagir à ça. Les mots exprimés sont tout à fait ce que je ressens, donc c'est bien. Donc, on est sur la même longueur d'onde, donc ça va bien. Alors, maintenant, je vais enlever de la lumière pour voir un petit peu comment ça va bouger dans les jambes, toujours, puisque c'était la région que j'avais perçue au départ. Ça, c'est un peu comme si, quand on envoie de l'énergie dans tes jambes, la première chose qu'on voit, c'est comme une femme très grande, comme si tu grandissais, en fait, compte. Et pour moi, ça touche vraiment cette notion de, tu sais, quand on dit « je suis plus grande que je ne le pensais je suis plus évoluée que je le pensais comme ça, quelque part, on reconnaissait quand dans nous, euh, on méritait quelque part un certain statut. Et le statut, évidemment, c'est que quand on est un guerrier qui doit se battre constamment, on se retrouve avec un combat qui est le nôtre, hein, c'est celui de se dire, ben, je suis un guerrier, donc je dois me battre constamment, je ne peux pas me reposer. Quand on reconnaît qu'on est plus grande qu'on ne le pensait, ben, quelque part, il y a comme quelque chose de plus féminin qui ressort et qui est plus en paix avec la femme que l'on ressent au plus profond de son être, un peu comme quelqu'un qui reconnaît qu'elle a des qualités de femme et des qualités humaines qui ne se sont pas développées encore chez elle et qui vont apprendre maintenant, dorénavant, à se déployer. Et je sens que c'est ça un petit peu qui est en train de se développer chez toi, comme l'actualisation de cette femme-là, qui est une femme, effectivement, que tu peux prendre le temps, si tu veux, de prendre un papier, un crayon et de définir c'est qui cette femme-là. Parce que pour moi, cette femme-là, tu la connais en partie, mais c'est une femme que les autres n'ont pas vue et que toi-même, tu n'as pas montré aux gens. Et je pense que c'est intéressant pour toi de lui donner de l'espace, parce que cette femme-là, justement, elle est pleine de bonté, en fin de compte, puis pleine d'humanité aussi. Sauf qu'elle était tellement en colère, puis tellement frustrée, puis tellement mécontente de ce qu'on pourrait appeler la médiocrité humaine, pour donner des termes un peu exagérés, ben, à quelque part, elle ne pouvait pas donc accepter ce qui lui était proposé. Donc, c'est là qu'elle est devenue un peu plus
on appelle ça comme ça, colérique ou en tout cas dur, et ne pas se permettre justement de se contenter de ce qu'était la vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un changement qui est en train de se faire à ce niveau-là pour toi, Marie-France. Je ne sais pas ce que tu en penses de ce que je viens de te dire. Donc, je vais laisser le soin à Marie-France de me répondre. Et d'ici ce temps-là, qu'est-ce que je pourrais dire? Bien évidemment, donc, on va conclure bientôt la conférence. J'espère que donc, vous avez apprécié. Il y a Doris qui dit, bon, Marie-France me dit prise de conscience très effective par ce qui est dit. Et tant mieux, ça me fait plaisir donc de l'entendre. Alors, c'est un peu la démonstration. Évidemment, on pourrait faire ça beaucoup plus long, mais bon, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Il y a Doris qui dit très intéressant d'apprendre à écouter ces trois cerveaux pour se soigner nous-mêmes. Effectivement, si vous êtes intéressé, donc la semaine prochaine, il y aura donc une démonstration de lecture intuitive autour de ce thème-là, des trois cerveaux. Évidemment, vous l'avez compris, cette façon de fonctionner à quelque part, ben, c'est une façon justement qui est très intéressante parce qu'elle nous permet donc de rétablir l'équilibre entre les pulsions primitives et la capacité de nous aimer, cette capacité justement de créer quelque part qui nous sommes véritablement. Et c'est ça un petit peu que je vais vous montrer un petit peu dans cette démonstration-là. Si vous êtes intéressé, vous êtes le bienvenu. C'est toujours gratuit, bien sûr. Donc, si ça vous plaît, vous êtes bienvenu pour la semaine prochaine. Petite information que j'avais envie de vous dire avant de terminer, c'est que le 26 mars, qui est un dimanche, à 14h30 à Paris, dans le 14e arrondissement, près de la gare de Montparnasse, il y aura donc une conférence qui va nous présenter justement, qui va présenter toute la tradition chamanique avec les neurosciences, de quelle façon justement que, encore une fois, la tradition chamanique est expliquée par les neurosciences. Ce sera un thème qui va être présenté un petit peu différemment que ce que je viens de vous présenter et dans lequel on va essayer donc justement d'explorer le chamanisme et de comprendre davantage d'une façon plus moderne les grands concepts de ça. Et évidemment, il y aura une démonstration qui sera faite, il y aura des livres sur place, puisque vous ne savez peut-être pas, mais j'ai plusieurs livres qui ont été écrits par moi-même. Donc, des livres comme Le Messager, qui est un récit initiatique, La découverte du spirale évolutive, qui est un livre tout récent qui présente une typologie importante sur l'humain et sur autour des chakras. Il y a également un livre qui s'appelle Décodage intuitif et soins psychoénergétiques qui vient d'être réédité, qui a été amélioré d'une près de 35 pages, je pense. Hein. Donc, c'est un livre, je pense, qui est une belle réédition. Puis, il y a d'autres livres, évidemment. Donc, si ça vous dit, ben, je serai là lors de cette conférence-là. Il y aura les livres sur place. Je ferai des dédicaces, bien sûr. Donc, si ça vous intéresse, ça me fera plaisir, puisque après le COVID, bien évidemment, c'est toujours agréable d'envisager l'idée qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse se parler physiquement, puisque c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins souvent, malheureusement, suite au COVID, suite à l'émergence aussi des conférences en ligne qui ont pris un essor important. Donc, ça vous dit, ça me fera plaisir de vous rencontrer le 26 mars à Paris. Il y aura d'autres activités par la suite, évidemment, que je ferai dans d'autres régions de la France. Hein. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter, puis je pourrais vous faire part de ça, mais je peux vous dire que je serai en Suisse, que je serai également près de Annecy. Je vais faire un salon près de Annecy, je vais faire un petit 2 semaines en Suisse. Je vais également aller à Ronces-les-Bains, dans lequel je vais faire une conférence au congrès de Reiki, et je vais donner un week-end également. Et évidemment, pour ceux qui sont intéressés, ben, il y a des week-ends d'enseignement, d'introduction qui sont proposés le 1er et 2 avril à Paris même. Donc, c'est une belle invitation pour ceux qui auront envie de découvrir la méthode d'une façon pratique. Et puis, évidemment, le 26 au 30 mai, il y aura donc la formation professionnelle de base pour la première fois qui va être proposée autour de la spirale évolutive. Je vais vous présenter quand même le livre, La spirale évolutive. C'est tout récent que ça a été écrit, ce livre-là. Et le stage va être un intensif qui va vous donner l'opportunité de découvrir les concepts de la formation de base. Donc, ce sera, je pense, une belle découverte pour ceux qui se manifesteront à ce niveau-là. Pour le Québec, ben oui, il y aura des choses au Québec. Ça va être au mois de juin. Malheureusement, ça sera un petit peu plus tard. Il y aura donc un week-end probablement à Montréal vous allez être informé. Moi, je collabore avec Jean Rivet de Vox Populi et ce sera avec lui que je ferai cette proposition pour le Québec. Puisque là, je suis en Europe.
Et donc, il n'y a aucun problème, ça se fera dès mon retour. Finalement, c'est déjà pas mal planifié et vous allez avoir des nouvelles très bientôt à ce sujet-là. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Moi aussi, d'être intéressé à des consultations en présentiel dans les villes que je vais être dans les prochains mois. Puis évidemment, je suis toujours disponible pour des consultations donc, en ligne, bien évidemment. Donc, voilà, c'était la petite conférence d'aujourd'hui. Vous êtes bienvenus donc la semaine prochaine, ça vous dit, pour un approfondissement de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée ou une très belle fin de journée et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.